Ce 19 septembre 2002 lui évoque un seul souvenir, le jour où sa vie a basculé, où à 11 ans, elle voit partir sous ses yeux pratiquement son père, qui était son ami, qui était son mentor, qui était son confident. Dans ce storytelling, et vous allez le voir, où se mêlent souvenirs et drames de vie, je vais permettre à mon invité de se présenter et nous allons dérouler le fil de cet échange. Bonjour à tous, je m'appelle Boga Balzeren Henriette, fille aînée de feu ministre Boga Doudou-Émile. J'ai aujourd'hui 34 ans. Je suis actuellement en poste de décoratrice d'intérieur. J'ai depuis l'année 2002 fait la plupart de mes études en France, plus précisément à Montpellier. Donc après la crise, nous sommes partis expressément en Europe pour fuir, on va dire, tout ce qu'on a vécu. Donc c'est à la suite de tout ça que j'ai fait ma vie ici, loin des miens, et que j'ai pu me reconstruire. Donc je suis maman de 2 enfants aujourd'hui. Et puis bon, je suis avec ma mère et mes petites sœurs en Europe. Tu es né à Cocody, je suppose, ou où est-ce que tu es né déjà? Oui, je suis née au CHU de Cocody. Ok. Et donc, tu es né forcément avec, tu vivais avec ton père. Vous Bien étiez sûr. à Cocody alors que ton père, il était, je crois, avocat. Exactement. Ok. Raconte-nous Exactement. un peu cette petite enfance de tes 1 an jusqu'à tes 11 ans où malheureusement ton père disparaît de ta vie. Mon père était quelqu'un qui savait faire la part des choses entre sa vie politique, sa vie d'homme, de maître, d'avocat, et sa vie de père. Mon père était quelqu'un qui communiquait beaucoup avec moi, qui me faisait comprendre beaucoup de choses, qui ne m'a jamais caché la personne qu'il était et les risques qu'il encourait dans sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'à un âge très jeune, j'étais déjà préparée plus ou moins au choix de vie que mon père avait fait. Et donc, il ne s'est jamais caché de me le dire. Donc, c'est pas comme si je ne savais pas qui était mon père. Donc voilà. Et puis c'était un père très aimant, un peu dur, mais très aimant. Et on avait tout au mérite. C'est-à-dire que j'étais beaucoup choyée par mon père. J'avais tout ce que je voulais, mais c'était au mérite. C'est-à-dire que je devais bien travailler, je devais bien me comporter, être une fille idéale, une fille exemplaire, avoir des bonnes notes à l'école, montrer que je peux être une fille digne du nom que je porte avant de pouvoir mériter ce qu'il devait me donner. Voilà l'éducation que mon père m'a apportée. Lorsqu'on se situe dans le temps, en 2002, tu as 11 ans, donc tu es né en 91. Oui. 91, on va dire 90, 91, 92, c'est là où commencent, on va dire, les luttes multipartistes. Et c'était en ce moment où ton père, avec des leaders comme Denis Segui, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, menaient cette lutte pour le multipartisme. Tu grandis, on va dire, dans cette atmosphère. 91, 96, pratiquement, tu as 5 ans, tu commences à comprendre un peu la vie. Bien entendu, à partir des années 2000, tu as 9 ans. Oui. Lorsque tu vois ton père dans ce combat, tout l'enfant, est-ce que tu vois se profiler à l'horizon des risques de te dire, mais papa, il est avocat, pourquoi il ne se contente pas de son métier d'avocat et je le vois sur le terrain politique? Est-ce qu'en tant qu'enfant, tu te poses ces questions-là? Oui, oui. Je dois vous l'avouer, oui. À un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi il ne se contente pas juste de son métier d'avocat et puis il va plus loin. Mais comme je vous l'ai dit, mon père était quelqu'un qui m'expliquait tout. Donc finalement, avant même que moi j'arrive au monde, c'était quelqu'un qui était déjà assez impliqué dans une lutte. Donc il a fait ce choix-là, mais il nous a quand même protégés. Et puis, c'était quand même des risques qui pouvaient être évidents. Donc, quelque part, je suis née dedans et je l'ai accepté parce que je n'avais pas forcément le choix. Donc, voilà, il y a une atmosphère, c'est-à-dire que tout dépend de la famille dans laquelle l'enfant naît. Et quelque part, des fois, l'enfant, il n'a pas forcément le choix. Mais j'ai eu cette chance quand même d'avoir la compréhension de la situation et de l'atmosphère.
Tu as 9 ans, en 2000, lorsque le Mhm, président Laurent Gbagbo accède au pouvoir et ton père, il est ministre. Toi, à 9 ans, tu es dans quelle école? Tu fréquentes quel lycée? la Au quel pépinière collège? des deux Enfin, à plateaux. 9 ans, tu es au primaire pratiquement. Oui, à 9 ans, je suis à la pépinière des deux. Si mes souvenirs sont bons, oui. À 9 ans, je suis à la pépinière des deux plateaux. Et puis, c'est après que j'ai débuté à Blaise Pascal, avant que les événements arrivent. Donc à 9 ans, on va dire forcément le statut change. Ton père, il est certes avocat, on va dire, il est d'un parti de l'opposition en son temps. En 2000, lorsque le pouvoir arrive, le statut de l'enfant que tu es, forcément, ça change. Comment est-ce que les regards, tu vois les regards se braquer sur toi à l'école, lorsqu'on vient te déposer, bien entendu, avec peut-être des gardes de corps, raconte-nous un peu, comment est-ce que tu vivais tout ça à 9 ans, 10 ans? C'est vrai que c'est une enfance particulière, hein. Quand on marche, on se sent, on se sent épié. Même quand on allait, même des fois à Sococé, il y a des gardes du corps et tout ça. Bon, on va dire que j'étais quand même petit. Donc, il y a quand même le petit soupçon d'inconscience. C'est pas comme la vie d'adulte où on a pleinement conscience de ce qui nous entoure. Donc bon, quelque part, des fois, c'était amusant. Et puis, il y avait des moments où on avait quand même envie de passer incognito et pas en tant que la fille de temps. Et c'est vrai que j'ai pu le ressentir fortement à cette époque-là. Et même à l'école aussi, oui. Et arrive 2 ans plus tard, malheureusement, cette crise. Est-ce que cette crise, toi, en tant que, parce que tu l'as dit, ton père, c'était ton confident, forcément, euh, est-ce qu'il te faisait partager plus ou moins, en tant que première fille, en tant qu'aînée de ton père, est-ce que toi, lorsque papa est rentré, souvent il te disait, Reine, je sens qu'il y a des bruits, est-ce qu'il te faisait partager ces petites confidences dans la gestion de la vie de la nation? Par moment, par moment, il y avait des moments où, parce que son bureau était à côté de ma chambre, et puis il y avait une baie vitrée qui nous séparait, donc et puis je le voyais toute la nuit sur son bureau. Donc je me réveillais et puis j'allais le voir et puis je lui disais papa, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des moments où je le voyais anxieux, où il était pas bien. Donc je vivais vraiment Tu excusez-moi, partageais c'est un tes peu angoisses au quotidien quelque part. voilà, c'est excusez-moi, c'est un peu dur. Donc oui, je vivais ces angoisses au quotidien et donc par moments, il me posait même des questions si est-ce que je pensais que c'était bon qu'il prenne cette décision-là, est-ce que c'était pas trop dur? Donc il y avait des moments quand même où on partageait des petites prises de décision et je pensais aussi que des fois, bah, ça lui faisait plaisir de recueillir mon avis, même en tant que petite fille. Donc il me mettait quand même pas mal au milieu de ce qu'il faisait. Pas forcément dans toute l'intimité parce que j'étais petite, mais partiellement, il m'expliquait certaines petites choses. Pas pour me choquer, mais pour me faire comprendre son environnement. Aussi lointain que tes souvenirs soient, à 11 ans, 10 ans, 11 ans pratiquement, lorsque ton père, est-ce que tu te rappelles des sujets qu'il a voulu aborder avec toi ou il voulait avoir, on va dire, ton avis de petite fille, par exemple? Bon, je ne peux pas vraiment rester sur des sujets exacts parce que j'étais quand même petite. Et puis pour être clair aussi, c'est que avec le traumatisme, avec ce qui s'est passé, le corps et le cerveau filtrent beaucoup. Donc, comme par exemple, je peux vous dire qu'il y a une multitude de mes amis avec qui j'ai été à l'école dont je ne me souviens pas du tout et qui, eux, par exemple, me rappellent des moments qu'on a passés ensemble, mais ces souvenirs-là ont été totalement effacés. C'est-à-dire que mon cerveau n'a gardé que des petits moments. Je me suis accrochée vraiment aux souvenirs de mon père et même pas, en fait, les souvenirs de l'enfance que j'ai pu vivre avec mes amis de classe. Donc, par exemple, quand vous me parlez des prises de décision, franchement, non, pas vraiment. Je me rappelle juste des moments passés avec lui. Et c'est ces mémoires, ces souvenirs-là que j'essaie de garder au plus dans ma mémoire, de son visage, de sa voix et du père qu'il a été pour moi. Pas forcément de son côté politique et de son côté professionnel. Tu es né dans quel mois, s'il te plaît? Je suis née en mai, le En 17 mai mai. 1991. Parfait. Donc, mai, juin, juillet,
août, septembre, on va dire, tu fêtes tes 11 ans, 5 mois avant l'escalade du 19 septembre 2002. Quelques mois avant, on va dire 3 mois avant, comment était l'atmosphère chez vous à la maison? Comment est-ce que, si tu te rappelles bien, parce que forcément, cette crise, il y a eu quand même des prémices, surtout pour le ministre qu'il était. Quelle était l'atmosphère à la maison 2-3 mois avant cette crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas vraiment de souvenirs des mois qui ont précédé cette crise à la maison. Mais par contre, j'ai des souvenirs de la veille, du mercredi, de la journée que j'ai passée à la maison parce qu'effectivement, je n'avais pas école. Et j'étais une enfant qui bougeait beaucoup, qui était souvent avec les gardes et tout ça, qui jouait aux cartes avec eux. Donc, je me souviens de la veille et du jour J. Mais vraiment les mois précédents. Reine, si tu permets, parce que là, on va arriver, on va dire à l'épicentre de ces témoignages. C'est vrai que quelques mois avant, comme tu l'as dit, tu n'avais pas de réels souvenirs, tu ne peux pas avoir de réels souvenirs, encore moins de l'atmosphère qui pouvait régner. Mais la veille, et là, tu dis le jour pratiquement, le mercredi, donc on va dire on était le mercredi 18 septembre, c'est bien ça? Oui, oui. Ce mercredi 18 septembre. Quoi ça? Que je peux oublier. Oui, oui, je me rappelle de ma journée. Parfait. Cette journée du mercredi 18 septembre, si tu dois nous la raconter dans les moindres petits détails, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Je vais vous la raconter avec mes yeux d'enfant. Parce que c'est vraiment avec mes yeux d'enfant que j'ai ce souvenir et en grandissant, j'essaie d'analyser à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois que je prends de l'âge, je retourne, je fais une rétrospection dans ces souvenirs d'enfance pour essayer d'analyser à quel moment j'ai loupé quelque chose parce que quelque part aussi, des fois, même en tant qu'enfant, on s'en veut, on culpabilise, on se dit que mais qu'est-ce que moi aussi j'ai pas vu pour prévenir mon papa? Donc, effectivement, la journée du 18 septembre, mercredi 18 septembre, je suis à la maison toute la journée, je joue, je m'amuse, bon, on m'engueule un peu parce que j'étais une petite qui bougeait beaucoup. Et, à un moment donné, je vais au niveau de la guérite et on voit beaucoup de taxis passer, mais qui s'arrêtent au niveau du voisin, si mes souvenirs sont bons. Mais on se demande s'il y a une fête qui se prépare chez le voisin. On se dit que le voisin va recevoir du monde et tout. On dirait qu'il y a une fête qui se prépare chez le voisin. Voilà un peu ce qu'on se dit avec les gardes, en tout cas de mes souvenirs. Je sais qu'il y a eu un moment où il y a eu une petite évocation comme ça. Avant de poursuivre, si tu permets, avant de poursuivre, vous habitez où exactement? Au Vallon, je pense que, bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Derrière l'école Clairefontaine. Voilà, donc la rue qui est derrière l'école Clairefontaine. Donc, comme si on allait vers le Burida? Je pense, je ne me situe plus bien d'Abidjan. Vers la nuit du Saigon? Vers la nuit du Saigon? Non, 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 non. C'est vraiment au niveau de Norman, Ivory Lounge. Bon. Ivory, c'est un restaurant, bon. C'est vraiment derrière l'école Clairefontaine. Donc, c'était vraiment dans une impasse. Donc, il y avait une entrée à gauche, une entrée à droite. Et puis, nous, on était situés au milieu de l'impasse, quoi. Donc, bon, on ne pouvait sortir ni devant ni derrière. Donc, c'était soit à gauche. Il y a quelqu'un qui dit que c'est au niveau de la rue des Jardins, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, rue des Jardins, au Vallon. Donc, c'est là où vous habitiez. Et comme tu disais, donc, cette journée du 18 septembre, donc ce mercredi 18 septembre, tu voyais un balai de taxis qui défilait et qui allait vers le voisin. Et tu étais à la guérite, donc avec les gardes. Oui, on jouait au 8 américain. Ok. On jouait au 8 américain. Et donc, oui, on voyait un balai. Et c'est vrai que y a un des gardes qui a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une fête qui se prépare ou quoi que ce soit. Mais on était en train de discuter. Donc, c'est-à-dire que ça nous a interpellés sans pouvoir pousser, en fait, les gardes à aller regarder dans les coffres ou à interpeller les taxis pour leur demander qu'est-ce qu'il en est de ces balais-là. C'est le souvenir que j'ai, en tout cas. Mais lorsque les taxis que tu voyais défiler, ces taxis, ils partaient dans la cour voisine ou bien ces taxis passaient juste là devant ou qu'est-ce qui se... Non, il y en a qui sont rentrés.
Il y en a qui sont rentrés. Donc, on se disait qu'ils déposaient quelque chose. Mais votre voisin immédiat, je suppose vous deviez connaître votre voisin immédiat. C'était qui votre voisin? Franchement, excusez-moi de dire ça, mais je pense qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, mais je n'ai plus le nom en tant que tel de ce monsieur. C'était une autorité du pays? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je sais que c'est la cour dans laquelle le corps de mon père a été retrouvé. Dans la cour C'est du dans sa voisin en cour que, question. voilà, c'est dans sa cour que le corps de mon père a été retrouvé normalement. Donc, comme tu le disais, là, tu parles avec l'œil d'enfant. Selon toi, ces taxis qui ont défilé et qui n'ont pas été fouillés par les gardes, qui, eux, n'ont pas eu peut-être quelque part la présence d'esprit de fouiller un peu les coffres de ces taxis ou d'interpeller, on va dire, les chauffeurs de ces taxis, selon toi, est-ce que ces taxis pouvaient être en griffe complice de quelque chose qui se commanditait? En tout cas, là, toujours avec l'œil d'enfant, selon toi, ces taxis pouvaient représenter quoi dans, on va dire, le drame à venir? La question reste posée parce qu'on ne peut pas accuser, on ne peut que supposer. C'est tout ce que je peux répondre à cette question. Et donc, toute cette journée du mercredi 18 septembre, tu passes une journée tranquille avec, on va dire, les gardes devant la guérite. C'est à quelle heure on va dire, là où il va faire nuit forcément. C'est à quel moment ton papa il rentre du travail ou bien c'est à quel moment on va dire, vous échangez le soir, vu que chaque fois qu'il rentrait forcément du travail, vous échangez. D'abord, s'il y a des personnes qui ont connu mon père, ils savent très bien que c'est sa fille aînée qui allait toujours le chercher à l'aéroport quand il rentrait de voyage. Donc, en fin de journée, je prends ma douche et moi, je m'en vais parce que mon papa rentrait de voyage. Donc, je pars, je prends ma douche, je vais chercher mon papa à l'aéroport, comme d'habitude, parce que c'était moi qui allais souvent avec le chauffeur. Il rentrait de quel séjour? Il était allé chercher mon papa à l'aéroport. Il était allé où? Je crois qu'il était en mission en France. Okay. Il rentrait de France, il rentrait de Paris. Donc déjà, quand on va le chercher, ce que je remarque quand il est dans la voiture, il est un peu angoissé et il n'était pas bien portant. Il faisait un peu de fièvre et il n'était pas vraiment concentré sur, comme d'habitude, ou quand on se retrouvait. Et je commençais à le taquiner pour dire, papa, j'espère que tu as ramené mes chaussures. À l'époque, c'était les Monstro, les Pumas, là, et tout. Et puis, il était beaucoup au téléphone. Donc, je me suis couchée sur ses genoux le temps du trajet de l'aéroport à la maison. Ensuite, il y avait du monde à la maison. Donc, on s'est séparés. Moi, je suis allée dans ma chambre faire mes devoirs parce que le jeudi, j'étais censée rentrer à l'école. Voilà. Donc, lorsque toi, tu vas te chercher à l'aéroport pour reprendre un peu, tu trouves que ton père n'est pas, on va dire, il n'est pas d'humeur comme d'habitude, tu le trouves un peu angoissé. Voilà, vous faites le trajet de l'aéroport à la maison, il rentre à la maison avec toi et toi, du coup, tu vas dans ta chambre faire tes devoirs alors que lui doit recevoir certaines personnes. Et là, il reste à faire cette réunion ou bien les personnes qu'il reçoit, il les reçoit jusqu'à quelle heure de la nuit? Bah, quand même assez tard, parce que vu que mon père et moi, on était quand même très, très proches, quand il vient dans ma chambre pour me faire un câlin avant d'aller se coucher, je pense qu'il est peut-être 1h du matin. Hein. Ouais, il est peut-être 1h du matin, comme ça. Et puis, je le regarde en lui disant, mais vous avez duré. Hein. Vous avez quand même duré. Et puis, il me dit, non, on avait des choses à se dire. Donc, il me fait un bisou et il part se coucher. Il part se coucher à 1h du matin. Toi aussi, tu t'endors à 1h du matin. Malheureusement, comme on le dit, nul ne sait ce qu'une nuit tu peux enfanter. Dans cette nuit du 18 au 19 septembre 2002, ce drame qui aura endeuillé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans démarre ainsi, malheureusement. C'est à quelle heure, toi, ton père, et c'est là où on va arriver, c'est clair. On en a parlé tout à l'heure en off, mais je sais que ce sont des souvenirs qui sont très douloureux, on va dire, à ressasser.
Mais relate-nous ça parce que c'est un témoignage qui va marquer l'histoire un peu, qui va enrichir aussi les différents témoignages parce que ton père n'était pas, il était l'un des premiers personnages du régime du président Laurent Gbagbo, je le rappelle encore, l'ancien ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de la décentralisation, Maître Émile Bogadoudou, qui était vraiment, on va dire, l'un des pontes du régime de Laurent Gbagbo, qui malheureusement, dans cette nuit du 18 au 19 septembre 2002, va donc être assassiné, c'est le mot, c'est dommage. Et là, pour le témoignage, pour tous ceux qui nous suivent, je reçois donc Reine Boga, qui est sa fille aînée, avec qui il a passé ces dernières heures pratiquement, qui pour la première fois a décidé 23 ans après de faire ce témoignage exclusif. Donc Reine, je repose ma question. C'est à quelle heure, malheureusement, cette nuit-là, que ton père vient te réveiller lorsque on entend des bruits de calache, lorsque les armes tonnent dans la ville, c'est à quel moment ton père vient vers toi? Il me arrive aux environs de 3 heures du matin, peut-être 2h30, 3h. Et là, il me réveille toujours avec beaucoup de tendresse, malgré ce qui se passait, parce que c'était un père qui était très, très doux, très doux. Donc, il me réveille tout doucement. Il me dit, Reine, Reine. Je lui dis, papa. Je rouvre mes yeux et je ne comprends pas pourquoi je le vois encore à mes pieds, parce que du coup, il était au niveau de mes jambes. Et je me demande qu'est-ce qu'il fait là, parce qu'on s'est déjà dit bonne nuit. Et là, il me dit, on tire sur la maison. Donc, il le dit tellement calmement que je n'ai même pas le temps de m'affouler. Il était très calme. Donc, je m'assois et je le regarde et il me dit, ils sont en train de tirer sur la maison. Donc, je lui demande, mais elle est où, maman? Mais il me dit, mais elle est dans la chambre en train de prendre quelques effets et pour qu'on puisse partir. Donc, je lui dis d'accord. Et puis, à ce moment-là, il me dit, où est ton téléphone? Donc, je lui donne mon téléphone. Et puis, il met des numéros dans mon téléphone. Et puis, il me dit, bon, tu donneras à ta mère, vous appellerez ces numéros-là au cas où ça devient compliqué, en tout cas. Donc, voilà un peu ce qu'on se dit. Et là, on se lève tous les deux et on descend au niveau du garage. On descend au niveau du garage et on essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Vu que maman était encore en train de préparer les affaires, donc on descend constater. Et quand on descend constater, bon, on se dit que vaut mieux pour nous qu'on parte. Et finalement, on se rend compte que le portail est ouvert. Et ça se passe tellement vite qu'on voit pas forcément de garde ou quoi que ce soit. Mais il décide du coup de prendre la voiture et d'essayer de nous sortir de là. Donc, il se met devant. Moi, je suis derrière, donc je le tiens à travers le siège. C'est des derniers instants très douloureux, je l'entends. Je l'entends, Reine, s'il te plaît. Ouais, je comprends. Lorsque on a 11 ans, le temps que tu te reprennes un peu, lorsqu'on a 11 ans et que 23 ans après, aujourd'hui, à 34 ans, on est en train d'évoquer ces souvenirs douloureux qui auront marqué, et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce 19 septembre, c'est clair que c'est là où ta vie a basculé. Et cette émotion que tu ressens, je la ressens fortement aussi. Je la ressens forcément et fortement. Mais si tu peux vraiment nous relater cela, parce que ça permettra, en tout cas, à beaucoup de personnes, parce qu'il y a tellement de récits tronqués très souvent que lorsqu'on a des personnes qui ont vécu ces événements, qu'ils soient heureux ou dramatiques, de les avoir. Et c'est en cela que je voudrais te dire merci d'avoir accepté de nous faire ce témoignage. Lorsque tu les traînes quelque part au travers du siège de la voiture, et là tu dois chercher à démarrer pour sortir de ce garage, chez vous à la maison, comment ça se passe? Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il cale. Parce que c'est une manuelle. Il n'y avait pas d'automatique à l'époque. Au moins pas que mes souvenirs me... donc il cale. Il passe la première et puis la voiture fait comme ça, comme ça.
Et là, y a une balle, je crois, et on tire sur la voiture, il y a une vitre qui explose, et donc il descend, il nous dit de descendre de la voiture. Donc on descend de la voiture, et là il commence à nous dire d'aller se cacher. Donc ma mère, il indique l'endroit où on devait aller se cacher. Et moi, je lui tiens la main et puis je lui dis non, de venir avec nous. Je lui dis non, de venir avec nous, pourquoi on doit se séparer. Et là, par contre, là, il perd son sang-froid. Et il me dit, là, aujourd'hui, tu ne vas pas me faire tes trucs comme d'habitude, là. Tu t'en vas. Tu te mets à courir, tu t'en vas. Parce que si on reste ensemble, c'est pas bon. Donc là, maintenant, il me dit, maintenant, pars, va rejoindre ta mère et cours, mais ne te retourne pas. Donc c'est la dernière fois que je vois mon papa. Et après, je vais me cacher avec ma mère et mes soeurs. À cet instant, lorsque ton père n'arrive pas à démarrer la voiture, vous êtes combien dans la voiture? Alors, il y a ma mère, mes 2 petites sœurs, donc à l'époque, qui ont 2 ans et 11 mois, là, pour la dernière. Il y a mon petit oncle qui était venu du village pour faire ses études que mon père aidait. Ma mère et mon père. Donc vous êtes, je reprends, hein, ton père, ta mère, tes 2 petites sœurs, ton oncle et toi, donc vous êtes 6 personnes dans la voiture. C'est vrai que là, on est sur un drame et ça ne laisse pas le choix plus ou moins à des polémiques, je l'entends, mais pourquoi est-ce que ton père, en tant que ministre d'État, pourquoi il n'avait pas de chauffeur? En fait, sur le moment, il avait un chauffeur, mais sur le moment, on va dire que ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir s'il y a chauffeur, s'il n'y a pas chauffeur, s'il y a garde, s'il n'y a pas garde. Il fallait juste chercher à se sauver. Il y avait une panique et donc voilà. dans cette peur panique où vous devez vous sauver, lui, le réflexe qu'il a eu, c'était de prendre la voiture et de chercher à la démarrer. C'est le rôle d'un chef de famille que de protéger sa famille. Et même son dernier acte est pour moi, en fait, c'est un acte de bravoure. Parce qu'il aurait pu rester avec nous. Mais s'il a fait le choix de s'éloigner de nous et de partir de son côté, c'est parce qu'il était en pleine conscience, sachant de ce qu'il adviendrait si on nous trouvait tous ensemble. Et pour moi, il nous a sauvé la vie. Et c'est un acte héroïque. Justement, lorsqu'il part de son côté, il part où? Alors, il part du côté de là où on séchait les vêtements. Il y avait un endroit où on séchait les vêtements qui donnait justement sur la maison du voisin. Donc, c'est de là-bas qu'il part justement avec le petit oncle. Et donc, finalement, vu que la maison était encerclée, c'est de là-bas que le petit oncle fait basculer de l'autre côté. Et puis après, vous connaissez la suite de l'histoire. C'est vrai que c'est là où, malheureusement, où le coup fatidique part. C'est-à-dire, lorsque le petit oncle l'aide à escalader la clôture, lorsqu'il descend de l'autre côté de la clôture, il est accueilli, on va dire, par les balles des rebelles, malheureusement. Et en ce moment, ça, on va pas, c'est clair que tu n'y étais pas et on va pas te soumettre à ce supplice, mais c'est en ce moment que vous décidez quelque part de vous cacher aussi à votre niveau. Vous allez vous cacher où? Nous sommes cachés dans une pièce extérieure. Donc, une pièce extérieure à l'intérieur de la maison. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on était au niveau de la piscine derrière, cachés. Avec maman et tes 2 sœurs et toi? Oui. Et vous restez dans cette cachette jusqu'à quelle heure? Jusqu'au petit matin, hein. Je pense qu'ils sont venus nous chercher aux environs de 9h. 9h et encore, c'était difficile même pour nous de sortir de là parce que on ne savait même pas si c'était des gens qui étaient là pour nous tuer ou bien si c'était vraiment des personnes qui étaient là pour nous sauver. Donc, on attendait, il a fallu qu'on reconnaisse en fait des voix pour pouvoir sortir de là. Mais c'était très difficile au niveau même de la confiance parce qu'on ne savait même plus, on était complètement désorientés, hein. Sincèrement,
on était désorientés, on ne savait même pas, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, très lourd. Hein. C'est très lourd, c'est très... Parce qu'on sort de là, on a l'impression d'être vidé, de ne même plus avoir... Je sais même pas comment dire. Parce que moi-même, en tant que petite fille, je me rappelle être sortie de là, mais complètement comme si on m'avait enlevé quelque chose, comme si j'avais perdu toute mon enfance, comme si on m'avait enlevé des étoiles de mes yeux, la magie, en fait, d'être une enfant, en fait. C'était ça, ce sentiment. C'était ça, cette sensation que j'avais. Tu étais vide carrément. Mais lorsqu'on est à 11 ans, qu'on est petite et qu'on entend toute la nuit on va dire des coups de canon, vous étiez au ballon, on sait qu'à côté, il y avait un combat qui faisait rage au niveau de la RTI, qui a vu partir aussi Marcelin Yassé vers la Cité des Arts, tout ça. À 11 ans, comment est-ce que toi tu vis ces moments très difficiles? Tu es en pleurs, tu es calme, tu es en prière. Maman est comment dans cet état au moment où vous êtes dans cette cachette? Honnêtement, on ne pleurait même pas. Vraiment, je ne sais même pas comment vous dire, mais il n'y avait même pas de larmes parce que même mes petites sœurs, autant aussi petites qu'elles étaient, je rappelle 11 ans, par exemple, excusez-moi, 2 ans et 11 mois, elles n'ont pas pleuré. Elles n'ont pas pleuré, même avec le coup, les bruits des balles, elles n'ont pas pleuré. C'est-à-dire que c'était tellement choquant que même quand ils sont venus nous chercher, on était dans le char et par le petit trou du... Vraiment, c'est des souvenirs d'enfant. Hein. Et on regardait par le petit hublot du char et on regardait bon, bah, ce qu'il était de ce qui s'était passé la nuit. Donc, bon, il y avait des corps par terre, il y avait... Bon, mais c'est au moment où on est arrivé à la gendarmerie, ou je ne sais plus si c'était au au camp. En tout cas, on a été accueillis quelque part avant d'aller à la présidence, où encore là, on était vidés. On n'arrivait même pas à pleurer, en fait. On était là. Et on essayait vraiment de comprendre, de savoir. C'est vraiment après que nous soyons arrivés en France, quand nous sommes arrivés en France, c'est là que les larmes sont sorties, c'est là que le cœur s'est lâché, c'est là qu'on a réalisé. Mais pendant, honnêtement, la première semaine où on était à Abidjan, je pense qu'on réalisait toujours pas. On était dans le choc. Tu nous accordes cette interview aujourd'hui dans un direct live. C'est clair qu'on se reverra certainement en présentiel pour une autre interview, pour encore d'autres détails. Mais hier, 19 septembre 2025, on a vu pas mal de publications. Et moi, il y a une publication qui m'a intrigué où on disait, et cette parole était un peu de ton père, où quelqu'un disait qu'il a dit à quelqu'un, quand ils vont venir, ils vont me tuer. Est-ce que tu as eu vent de cette phrase-là? Oh bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les dernières paroles. Bon, j'ai eu peut-être vent de ça, mais bon, j'étais pas là. J'étais pas là. Je pense que effectivement, il a dû quand même appeler certaines personnes parce qu'il avait quand même son téléphone sur lui. Donc forcément, il a dû être en contact avec des personnes très très proches à qui il a dû peut-être vouloir évoquer ces derniers moments ou même vouloir même protéger sa famille, demander à des personnes de protéger sa famille. Donc forcément, oui. Oui, donc dans tous les cas, je pense que c'était inévitable. Vu comment c'était, vu ce que moi j'ai vu de mes yeux d'enfant, je pense que c'était quelque chose qui était quand même inévitable. Wow. Je pense juste que nous, on est juste des miraculés, des miraculés. Et je le remercie beaucoup de là où il est. J'espère qu'il m'entend. Je remercie déjà Dieu, mais je remercie aussi mon père. Parce que si aujourd'hui je respire et que je peux encore parler de ça, je pense que c'est aussi grâce à lui. C'est clair que tu as pu te reconstruire entre-temps. Comment est-ce que, parce que tu l'as dit, lorsque vous êtes arrivé en France à 11 ans, c'est là que tu te rends compte de toutes ces choses. Et c'est là où ton père te manque forcément, ou forcément, dans des moments de spleen, tu te mets à pleurer. Comment tu as pu te construire dans toute cette atmosphère?
Ça n'a pas été facile du tout. Parce que on est arraché à son pays, à ses habitudes. Parce qu'avant, on venait en France, on vient en vacances. On vient pas pour vivre. On vient pas pour venir à l'école. On n'est pas habitué aux mentalités. Il faut s'adapter à un nouveau cadre de vie. Et tout ça, dans un laps de temps très court, avec un traumatisme immense. Et, et c'est comme si après, on est un peu livré à nous-mêmes. Parce que là, on est là. Papa n'est plus là. Maman, qui est adulte, elle, qui est pleinement consciente de ce qu'on a vécu, parce qu'elle, elle est adulte. Donc, il y a sa douleur de mère, de femme, son incompréhension à se dire, mais pourquoi? Comment je vais me débrouiller maintenant avec ces enfants-là? À qui puis-je m'adresser? Parce que qu'on le dise ou pas, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Le fait est là, mais d'où c'est venu? Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas. On ne peut pas accuser quelqu'un. On n'a pas matière à accuser. En tout cas, moi, étant son enfant, je ne peux pas accuser quelqu'un aujourd'hui de la mort de mon père. Je ne peux pas dire c'est un tel ou c'est un tel. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu mon papa et que j'ai dû vivre sans la présence d'un père jusqu'à aujourd'hui, que j'ai dû partir de mon pays où je suis née, où j'ai été enracinée pour me retrouver dans un pays qui n'est pas le mien, qui m'a accueillie et j'en suis consciente et je remercie ce pays aujourd'hui qui est comme le mien. On va se dire la vérité, parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici. Mais aujourd'hui, 23 ans après, quand je suis en Côte d'Ivoire et que les élections vont arriver, j'ai encore cette même angoisse-là que j'ai eue quand j'avais 11 ans. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, ce qui s'est passé, en fait, finalement, ça s'est passé comme ça. C'était du vent. Parce que normalement, si on est conscient, et si on est pleinement conscient de ce qu'on a vécu, on ne devrait pas avoir même peur, même que ça se reproduise. On doit être sûr que ce sont des choses qu'on ne revivra plus. Mais pour l'instant, quel Ivoirien va dire qu'il est sûr que ce genre de choses ne se reproduira plus? Quel Ivoirien est prêt à mettre sa main au feu pour dire que ça là, nous n'allons plus jamais vivre ça encore? Je ne pense pas. Et c'est ça que je déplore. Et c'est ça qui me fait mal. Parce que c'est comme si nous n'avons pas appris de nos leçons. C'est comme si nous n'avons pas compris. La Côte d'Ivoire ne peut pas toujours être aux yeux des autres pays comme un pays qui n'arrive à chaque fois qu'il y a des moments d'élection, qui n'arrive pas à se stabiliser. On ne peut pas être dans la paix, puis à chaque fois se retrouver dans un moment d'instabilité quand nous devons passer à autre chose. Pourquoi à chaque fois qu'on doit passer à une autre étape, on doit toujours se retrouver dans un climat de violence et d'animosité et surtout d'incompréhension? Pourquoi? Pourquoi? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ce n'est pas l'image que j'ai envie de montrer à mes enfants parce qu'aujourd'hui, je suis mère et je sais ce que j'ai vécu. Je ne veux pas réveiller des animosités ou quoi que ce soit. Je veux juste que chacun de nous soit conscient de ce qu'il a vécu et de ce qu'il peut être amené à vivre. Parce que c'est perpétuer certaines choses et même donner un mauvais exemple à nos enfants. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. À quel moment ça s'arrête? À quel moment on stoppe la chose? À quel moment on arrête tout ça? Bah, ces questions resteront posées et je pense que ces questions que tu poses là s'adressent aux hommes politiques. Et si justement, je voudrais encore te dire merci et je pense que ce témoignage est très éloquent, ça permet aussi aux hommes politiques de comprendre que toutes ces crises qu'on a vécues, on ne devrait plus pouvoir les vivre et il ne faut pas qu'on crée les conditions de sorte à pouvoir les vivre malheureusement.
Et ce qui est réconfortant là-dedans, c'est que hier, à la faveur de ce triste anniversaire donc du 19 septembre 2025, 23 ans après, tu as publié un message d'espoir et de pardon en interpellant les uns les autres de sorte à ce qu'on ne se retrouve pas dans, on va dire, dans ce même schéma qui malheureusement aussi, qu'on ne le veuille ou pas, j'ai vu des publications aussi de Touré Moussa, un proche de l'ancien Premier ministre Rodium. Malheureusement, lorsqu'on voit un peu aujourd'hui ce déni que la classe politique ivoirienne fait de la rébellion de 2002, on a l'impression qu'au-delà de ce déni, quelque part, se profilent encore d'autres crises, malheureusement. Ren Boga, moi je voudrais vraiment te dire grand merci. Si tu as un message très fort à faire passer, et comme je dis, là en ce moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'était pas pour moi l'occasion, en tout cas, de réveiller. On connaît un peu tous l'actualité, hein, sur le plan politique, comment ça se passe. On a l'opportunité de recevoir sur nos plateaux des hommes politiques. Avec eux, forcément, on va encore évoquer la mémoire des illustres disparus de 2002. On va évoquer aussi la situation politique en Côte d'Ivoire. Mais si tu as un message très fort à faire passer à la faveur de ce témoignage inédit et exclusif que tu as voulu faire à la mémoire de ton père, quel message fort tu pourrais faire passer? C'est la dernière question pour mettre fin à cet entretien. Donc, le message que je veux adresser à mes frères, mes sœurs, mes enfants de Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on a vécu et que ce qu'on a vécu puisse nous grandir et non pas nous ternir. Je veux qu'on soit solidaires et que nos esprits ne soient pas happés par la violence ou par même l'esprit de vengeance. Ce n'est pas sur ce chemin-là que la nouvelle Côte d'Ivoire doit s'ouvrir. Je pars sur un chemin de réel pardon, de réelle réconciliation. Et quand on parle de réconciliation, on doit parler de clarté, de limpidité. Et je pense que pour que les choses se réparent, il faut que chacun confesse, que chacun assume sa part de responsabilité dans ce qu'il a pu causer à l'un ou à l'autre. Parce que dans une guerre, on n'est pas seul, on est plusieurs. Quand un frère et une sœur se battent, c'est pas l'un qui vient taper l'autre, ce sont les deux qui se battent. À un moment donné, il faut qu'on dépose parce que je pense que on est un peu fatigué et qu'on aimerait pouvoir profiter pleinement de cette Côte d'Ivoire apaisée. Et moi, aujourd'hui, j'ai pris plaisir à revenir dans mon pays parce que ça faisait 4 ans que je m'étais réinstallée. Mais juste par ce climat de peur, j'ai dû encore repartir hors de la Côte d'Ivoire, ne sachant pas quelle tournure, en fait, ces élections vont prendre. Et je trouve que ce n'est pas normal. Je ne devrais pas avoir peur. Je devrais être en paix. Donc, c'est le message que je voudrais porter à mes frères et sœurs ivoiriens. Et je vous aime. Merci. Malgré l'émotion, le temps de cet entretien, tu arrives toujours à garder ce sourire et surtout à partager cet amour fraternel comme tu l'as adressé à tous ceux qui ont suivi ce direct. Je vous aime. C'est le message de Ren Boga, fille aînée de l'ancien ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sous le président Laurent Gbagbo, ministre malheureusement assassiné le 19 septembre 2002 avec la rébellion qui aura endeuillé la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Elle a dit il faut qu'on puisse mettre les mots sur les mots, il faut que chacun puisse en tout cas s'ouvrir et surtout qu'on puisse pardonner et aller de l'avant et qu'on ne devrait pas pouvoir avoir peur. Malheureusement, avec ce qu'elle voit, elle est tenue aujourd'hui de revenir dans son second pays, 4 ans après, alors qu'elle avait décidé de s'installer en Côte d'Ivoire, mais elle a oublié de revenir parce qu'elle ne sait pas ce qui va arriver. On espère que les hommes politiques comprendront et que ces témoignages-là viendront encore cimenter, on va dire, cette réconciliation tant cherchée quelque part, qu'on recherche malheureusement, mais à laquelle on ne parvient jamais malheureusement. Et aujourd'hui, quand on voit, il y a une fracture sociale qui est évidente, c'est dommage, mais on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est tout ce que nous, on peut souhaiter